Bien, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi nombreux à ce rendez-vous qui est le dernier, 7e des 7 conférences qui étaient prévues cette année, qui faisait suite aux 6 conférences de géopolitique de l'année dernière. Et puisque ça a bien marché, eh bien, écoutez, l'année prochaine, j'espère vous retrouver aussi nombreux pour d'autres conférences dont les sujets restent à déterminer. Pour cette dernière conférence, c'est la Chine qui, cette fois, va retenir notre attention. Et il faut se poser cette question tout à fait essentielle, le 21e siècle sera-t-il chinois? Parce que vous savez, les siècles en géopolitique ont leur dominateur. Et le 21e siècle, ça n'est pas encore défini. Qui va le dominer? L'Amérique, qui a dominé le 20e siècle de façon incontestable. La Chine, puisqu'elle elle a cette ambition, elle a l'ambition de dépasser l'Amérique et de devenir la plus grande puissance du monde. Mais est-ce dans tous les domaines? Est-ce idéologique? Est-ce économique? Est-ce géopolitique? Il faut le définir. Évidemment, ceux qui ont dominé les siècles précédents, l'Angleterre, la France, l'Espagne, vous avez bien compris que les malheureux étaient hors jeu et ne domineraient plus jamais le monde. Et donc le monde aujourd'hui se divise entre les États-Unis et la Chine, alors que l'après-guerre s'était divisé entre les États-Unis et le monde soviétique. Le monde soviétique a été vaincu, et si la Russie reste une grande puissance, on l'a vu, eh bien, elle est quand même économiquement nettement en dessous, même si géopolitiquement ce n'est pas la même chose, mais elle est économiquement très en dessous des États-Unis et de la Chine. La Chine est donc un nouveau venu, non pas dans l'histoire du monde. La Chine, c'est une civilisation très ancienne et c'est une position géopolitique tout à fait importante. Vous voyez là ici une carte de la Chine, très grand pays, voisin de la Russie, qui lui aussi a ses mers et qui a sa décentralisation, ses provinces. La Chine est un pays relativement décentralisé. Ça peut paraître paradoxal, alors qu'il y a le Parti communiste chinois qui domine de façon extrêmement forte, de façon incontestée, le pays. Il y a quand même des structures provinciales et des patrons régionaux, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique, sur le plan de la rectitude idéologique tout à fait fondamentale dans ce pays qui reste communiste. Eh bien, même avec beaucoup d'aménagements, on va y revenir, eh bien donc ces régions ont leur importance. Et donc vous voyez ces provinces qui sont en rose devant vous, et ces régions autonomes qui ont davantage d'autonomie, comme leur nom l'indique, avec notamment tout à fait à gauche, au nord-ouest, le Xinjiang, ce fameux pays des Ouïghours dont on parle beaucoup en ce moment, le Tibet dont on parle également beaucoup. On en profite pour vous mettre en bleu, tout à fait à gauche également, c'est-à-dire tout à fait à l'ouest, les territoires qui font l'objet de conflits, notamment avec l'Inde, parce que vous savez qu'il y a eu des incidents frontaliers très sérieux entre la Chine et l'Inde, et chaque pays a des troupes importantes. Mais c'est là, les problèmes de litige frontalier ne sont pas réglés entre la Chine et l'Inde. C'est d'ailleurs la même chose pour le Japon, et on va le voir, c'est la même chose pour tout ce qui est mer de Chine, autour notamment de Taïwan, et puis plus au sud, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie. Il y a là aussi des mini-conflits territoriaux. Mais donc cette carte vous permet déjà d'avoir une idée de ce qu'est la Chine. Au nord, vous avez Pékin, et plus au sud, vous avez Shanghai, plutôt au centre, et tout au sud, Hong Kong et Macao, qui ont été des villes dont on a beaucoup parlé, puisqu'elles ont échappé à la Chine à un moment donné, et elles sont ensuite revenues dans le giron de la Chine, et Hong Kong, effectivement, on en a beaucoup parlé. Alors, la Chine, c'est un empire plurimillénaire. Il a eu ses éclipses, mais tout de même, c'est une civilisation très ancienne. Plusieurs milliers de siècles, plusieurs milliers d'années, et donc de nombreux siècles avant Jésus-Christ, la Chine était un empire déjà extrêmement puissant. Alors que l'Europe était peuplée de forêts et de tribus plus ou moins barbares, eh bien, il y avait peu de pays au monde qui avaient une civilisation évoluée. Il y avait l'Égypte, il y avait certaines civilisations du Proche-Orient, et il y avait la Chine. Et la Chine, déjà, qui était un empire, donc l'empire chinois a eu
toute une série de dynasties. On ne va pas rentrer trop dans les détails parce que ce serait déjà l'objet de toute une conférence. L'objet de la conférence n'est pas d'analyser l'histoire de la Chine, mais de se poser la question de savoir si elle va dominer le XXIe siècle. Ce qui est certain, c'est que cette notion d'empire était très importante en Chine, même si elle a basculé dans la République, puis ensuite dans le communisme, dans la dictature communiste. Eh bien, cette notion d'empire était très importante. L'empereur était un demi-dieu et sa fonction était extraordinairement respectée dans toute la Chine. Et c'est aussi pour cela que la Chine s'est appelée, dès cette époque-là, l'empire du milieu. On emploie souvent cette expression-là, et on ne se pose pas assez la question, mais qu'est-ce que ça veut dire, l'empire du milieu? Il n'est pas au milieu du monde, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Il est au milieu de la terre et du ciel. Et donc, il faut avoir bien à l'esprit, dès maintenant, que la Chine a une conception quasi mystique, quasi céleste de son rôle. La Chine a une très haute opinion d'elle-même, très haute. Et il faut bien comprendre cette mentalité chinoise qui nous est extrêmement étrangère. Donc, il faut passer du temps, il faut lire beaucoup pour comprendre comment le chinois raisonne. Et le chinois considère un peu les occidentaux comme des barbares, et lui comme étant le sommet finalement de la civilisation. Nous, ça nous paraît un peu étrange, parce que l'image que nous avons des Chinois, surtout à travers l'immigration chinoise que nous avons chez nous, qui n'est pas toujours le haut du panier, eh bien, on n'a pas le sentiment qu'ils ont un sentiment de supériorité extrêmement fort. Je ne vais pas dire un complexe de supériorité, mais en tout cas une très haute opinion de leur passé. Ils sont très nationalistes, très. Y compris aujourd'hui le communiste chinois, jamais vous l'entendrez dire, alors sauf les dirigeants pour des raisons de façade, mais jamais vous l'entendrez dire, eh bien c'est épouvantable, pendant des siècles et des siècles, ça a été les grands malheurs, et puis heureusement le communisme nous a libérés. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et cet empire du milieu, donc, qui se situe à mi-chemin entre le ciel et la terre, est appelé à dominer le monde. Et donc, vu de la Chine, pendant des siècles et des siècles, eh bien, cet empire du milieu était considéré comme le plus bel empire du monde, le plus civilisé, le plus raffiné. Et ce sont les Occidentaux qui ont apporté le malheur à la Chine. On va le voir. Mais donc, il faut bien avoir en tête cette mentalité très chinoise de cet empire du milieu, proche du ciel, pendant que les Occidentaux étaient finalement un peu des barbares. Et pour cela, il y a une anecdote amusante, la relation du voyage de Lord Macartney à la Chine, comme on disait. Je ne vous conseille pas une lecture, même si c'est une couverture de livre, parce que c'est quand même très spécialisé, mais c'est amusant. Dans les années 92, 93, 94, pendant 3 ans, ce diplomate anglais, envoyé par son bon roi, a été visiter la Chine. Pourquoi? Parce que les Anglais, à ce moment-là, au XVIIIe siècle, vous le savez, étaient dominés par les Anglais, qui avaient l'obsession, comme toutes les puissances dominatrices, du commerce et de la circulation des marchandises. Les Américains auront ensuite la même obsession, et la Chine, aujourd'hui, a la même obsession. Et c'est inhérent à la notion de grande puissance et à la notion de vouloir dominer le monde. Et alors, ce brave Lord Macartney, envoyé par son bon roi George, va demander audience à l'empereur chinois. Et là, on lui explique, la cour chinoise, chargée du protocole, très étonnée de cette visite, dit écoutez, si vous voulez voir notre empereur pour lui rendre hommage, pour lui rendre tribut, le mot tribut, avec un T à la fin, lui rendre tribut est très important dans la mentalité chinoise. C'est-à-dire qu'on était bienveillant avec les pays qui rendaient tribut à la Chine, c'est-à-dire qui acceptaient la domination de la Chine. Et à ce moment-là, ça devenait une domination bienveillante, avec des accords commerciaux qui n'étaient pas du vol, avec des échanges et des relations tout à fait, qui pouvaient être tout à fait conviviales. Et donc cette notion de tribu était très importante, et donc les Chinois ont pensé que ce brave Lord Macartney venait rendre tribut en quelque sorte à l'empereur chinois. Et il lui explique dans le protocole, eh bien, il va falloir vous coucher par terre, le front par terre, vous serez allongé de tout votre long, et vous allez ainsi, non pas adorer notre empereur, mais en tout cas lui rendre tribut, l'honorer et reconnaître que c'est lui le plus grand souverain de la Terre. Vous imaginez la tête de Lord Macartney, allongé par terre, le front non pas couvert de cendres, mais presque, et couché sur le carrelage froid
du palais impérial. Il n'était pas du tout d'accord pour ça. Donc il y a eu une très longue négociation qui a duré des semaines et des semaines. Pauvre Lord Macartney, il ne savait pas où il avait mis les pieds. Et donc il a consenti à fléchir un genou en terre, mais pas plus. Alors les Chinois ont fini par accepter pour s'en débarrasser, et ils ont accepté qu'il ne fléchisse qu'un genou. L'empereur l'a reçu de façon glaciale, lui a demandé « mais qu'est-ce que vous voulez de nous? Que venez-vous nous apporter? Vous nous rendez tribut de quelle façon ?» Lord Macartney a dit royal « eh bien nous voulons avoir des franchises dans des ports pour pouvoir exporter nos marchandises dont vous pourrez bénéficier. » Donc, il s'est fait congédier poliment, avec tout le raffinement de la politesse chinoise de la cour impériale, mais il s'est fait congédier tout de même. L'Angleterre n'a rien obtenu et ils ont un peu appris sur la Chine à l'occasion de cette visite de Lord Macartney, dont tous les sinologues connaissent évidemment l'histoire. Et ensuite, vous avez vu qu'on était déjà au 18e, c'est-à-dire que nous rentrons dans le déclin de l'Empire chinois. Il y a eu plusieurs dynasties qui se sont succédées, certaines sont entrées en décadence, ont été remplacées par d'autres, et puis 18e, 19e, au moment où les nations occidentales se développent vraiment, la Chine n'a pas beaucoup bougé, pourtant elle avait été extraordinairement innovante dans les premiers siècles avant ou après Jésus-Christ. Elle avait considérablement fait avancer la science, l'invention de la poudre, d'autres inventions encore. Eh bien, cette domination chinoise s'était étiolée au fil des siècles, parce que l'empire céleste, l'empire du milieu, était un peu devenu l'empire immobile. Et donc, se faisait doubler par les Occidentaux, et il ne s'en rendait pas tout à fait compte. Et il va cruellement s'en rendre compte au moment de la guerre de l'opium. Et la guerre de l'opium, c'est le premier, en quelque sorte, d'une station du chemin de croix chinois, si l'on peut dire, de ce pays qui n'était guère chrétien à l'époque, qu'il est un peu plus aujourd'hui, mais on est encore très très loin du compte. Eh bien, cette guerre de l'opium, de quoi s'agit-il? Les Anglais, comme vous le savez, possédaient l'Inde à l'époque. L'Inde était un grand fabricant d'opium. Aujourd'hui, ils ont un peu arrêté. C'est l'Afghanistan qui a pris le relais. Le monde entier est couvert d'opium grâce à l'Afghanistan. Bref, en Inde, à l'époque, on fabriquait beaucoup d'opium. Et les Anglais, qui n'ont pas beaucoup de scrupules dans l'histoire, comme vous le savez, eh bien, voulaient vendre cet opium pour se faire de l'argent. Évidemment, parce que c'était l'obsession anglaise. Il faut que nous soyons la plus grande puissance du monde. Pour cela, il faut beaucoup de commerce et beaucoup d'argent. Être la première grande puissance du monde, ça implique une grande flotte et une grande armée, et donc tout cela coûte fort cher. Et donc, cet opium, produit par l'Inde, colonie anglaise, il fallait le vendre. Et quel plus beau marché que le marché chinois, des centaines de millions d'habitants qui, pour certains, commençaient à prendre goût à l'opium, et des commerciaux, en quelque sorte, anglais ou chinois, faisaient le relais, et petit à petit, l'Angleterre écoulait sa production d'opium en Chine, habituant la population à cette consommation d'opium. Eh bien, l'Empire chinois n'a pas accepté ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette drogue qui arrive? Nous ne souhaitons pas que l'Anglais écoule sa production d'opium en Chine. Et donc, ils ont mis à la porte les Anglais qui ont attaqué la Chine. Ça a été la guerre de l'opium. Et cette guerre de l'opium n'est vraiment pas à l'honneur de l'Angleterre et de l'Occident en général, puisque les autres puissances occidentales viendront aider l'Angleterre dans sa guerre de l'opium contre la Chine, car au fond, on exporte une drogue dont les Chinois ne voulaient pas. C'est un épisode qu'il faut rappeler quand même. Alors, il est très connu dans l'histoire de la Chine, cette guerre de l'opium est très connue, mais il faut se rappeler où est la responsabilité. La responsabilité, et on l'honnêteté de le dire, est purement occidentale. Et donc, dans cette guerre que les Chinois vont perdre, mais à plat de couture, ils vont découvrir ce jour-là qu'ils n'ont plus d'armée. Ils croyaient qu'ils en avaient encore une, un peu, mais pas du tout. Pas du tout. Et face aux Anglais, aux Français et aux autres qui sont arrivés, mais ça n'a pas pesé quelques jours. Et donc, ce que vous voyez là, les ruines que vous voyez là, c'est le fameux palais d'été chinois qui a été donc ravagé par les Anglais, qui l'ont pillé le plus tranquillement du monde. On trouve beaucoup de traces des décors, d'immobilier dans les musées anglais. De ce palais d'été qui après a été incendié et mis à sac, ce qui pour les Chinois a été une grande humiliation. Pour bien comprendre la mentalité chinoise, pour bien comprendre leur mentalité d'aujourd'hui, il faut jamais oublier
cela, c'est-à-dire la décadence de leur empire, et les Occidentaux qui sont venus avec des moyens que les Chinois considèrent, et en l'occurrence pour la guerre de l'opium à juste titre, comme parfaitement immoraux. Et cette humiliation face à l'Occident est très présente dans la mentalité chinoise d'aujourd'hui. Et à cette guerre de l'opium, vous voyez cette image, le siècle des humiliations. Les humiliations ne vont pas s'arrêter tout au long du 19e et du début du 20e. Et là, ce que vous voyez, la caricature, vous voyez à gauche la reine Victoria, qui n'est pas arrangée. À côté, vous avez le prussien, le russe, le français et le japonais. Et tout ça s'est mis d'accord pour dépioter l'Empire chinois, comme vous le voyez, le prussien d'un air vengeur déchire en quelque sorte la carte de la Chine. Et vous voyez un Chinois derrière qui dit non, stop, arrêtez. Et en effet, toutes ces humiliations successives provoquées par l'invasion occidentale, vous allez avoir des contingents anglais, des contingents français, des contingents russes, des contingents américains qui vont arriver en Chine. Chacun va avoir son port, son implantation. Vous allez avoir des bateaux américains qui ensuite, pendant des décennies, vont remonter, notamment le Yangtze-Kiang, avec des canonnières. Pour ceux qui aiment le cinéma, vous avez ce film étonnant des années 60, La canonnière du Yangtze-Kiang, avec Steve McQueen, un film étonnant où on voit en effet ces canonnières qui remontaient les fleuves pour sécuriser le commerce occidental avec la Chine et qui se heurtent de façon de plus en plus violente au nationalisme chinois. Nationalisme chinois qui va s'exacerber tout au long de ces humiliations et nous allons arriver à ce qu'on a appelé la révolte des Boxers. La révolte des Boxers, là aussi, film célèbre, bien que totalement caricatural, Les 55 jours de Pékin, avec Charlton Heston, un film très fort intéressant. Eh bien, cette révolte des Boxers commence en 1900 par l'assassinat du consul allemand par des Boxers. Que sont les Boxers? Eh bien, les Boxers sont des nationalistes chinois très antichrétiens, parce que le christianisme est une religion qui vient de l'extérieur, c'est une religion pour eux occidentale, qui n'a pas de caractère universel, ils ont leur religion, et donc, de façon assez plus philosophique qu'autre chose, notamment Confucius, et le christianisme, tous ces nationalistes chinois, est pour eux symbole de corruption occidentale. C'est-à-dire qu'il faut bien voir tous les pasteurs anglais qui étaient là et qui prônaient le christianisme arrivaient après les trafiquants d'opium anglais. C'est quand même une image un peu étrange. Et quoi qu'il en soit, le malheureux consul allemand tombe dans une embuscade, se fait assassiner par les Boxers chinois et c'est le début de la grande révolte des Boxers, qui va être extrêmement sanglante et que les armées occidentales vont réduire au prix de milliers de morts. Et les armées, cette fois, ont eu un peu de mal, mais ils y sont arrivés. Et les Chinois, une fois de plus, ont compris qu'ils avaient plusieurs guerres de retard, que leur armée n'était absolument pas au niveau et que, notamment, ils n'avaient pas d'artillerie. Vous voyez d'ailleurs avec quoi ils tuent le consul allemand. Et les armes à feu avaient à peine fait leur apparition en Chine, si j'exagère. Mais tout de même, il y avait un retard considérable en armement. Et la Chine comprend, humiliation de plus, qu'elle ne peut même plus résister à quelques contingents, somme toute limités, quelques contingents capables d'envahir son pays. Alors évidemment que la zone côtière, tout ce que vous avez vu tout à l'heure sur la carte de la Chine, ces immenses étendues, les Occidentaux, sauf quand ils remontaient les fleuves, n'y ont pas mis les pieds en réalité. Mais la zone côtière, ça leur suffisait tout à fait parce que c'est par là qu'ils dominaient le commerce, évidemment. Et donc, cette révolte de Boxers sera réduite, sera noyée dans le sang, mais cette nouvelle défaite de l'Empire va entraîner sa ruine, sa disparition. Et donc, là aussi, encore une petite référence cinématographique, un film qui n'est pas extraordinaire, mais qui est quand même pas inintéressant, Le Dernier Empereur, dont on a fait tout un plat de façon, à mon avis, un peu excessive, mais on voit ce Dernier Empereur, c'est la fin de l'Empire chinois, un film un peu caricatural également, mais tout de même un petit peu intéressant. La fin de l'Empire après, quand même, plusieurs millénaires, c'est pas si fréquent. Alors, bien sûr, il y a eu plein de dynasties différentes, d'accord. Mais tout de même, ça vient de très très loin. Et donc, la civilisation chinoise, c'est une chose aussi qu'il faut bien avoir à l'esprit. Je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, la civilisation chinoise est très ancienne. Et donc, vous avez cet homme, Sun Yat-sen, qui va être l'élément central de la révolte
non pas tant républicaine, mais nationaliste, avant tout nationaliste. C'est-à-dire que l'Empire est vermoulu, il a fait son temps. Il a fait son temps, il n'a pas été capable de se moderniser, il était engoncé dans un apparat immense, coûteux, et finalement il ne dirigeait plus grand-chose. Et c'était des fonctionnaires, pour beaucoup, totalement corrompus, personne ne venait jamais les contrôler dans tout l'Empire, qui dirigeait cet empire, et donc de façon extraordinairement hétérogène, vous l'imaginez bien. Et donc cette révolution nationaliste, dirigée par Sun Yat-sen, cet homme qui est toujours tout à fait honoré dans l'histoire chinoise, c'est lui qui met fin à l'Empire et qui crée la République chinoise. On est en 1911, c'est-à-dire très peu de temps après la révolte des Boxers noyés dans le sang par les armées occidentales. Et donc la Chine, à ce moment-là, c'est le début du XXe siècle, va prendre un tout autre chemin. Et très vite, après la révolution de Sun Yat-sen, eh bien, commencent les soubresauts des années 20-30, à la fois des invasions japonaises extrêmement violentes, encouragées par les Occidentaux, ou en tout cas permis par les Occidentaux. Les Japonais envahissent une partie de la Chine, font des massacres alors terribles, parce qu'il n'y avait pas plus anti-chinois qu'un Japonais, et pour un Japonais, le Chinois était tout juste un esclave, à peine un être humain. Les Occidentaux, même s'ils étaient parfois durs, se sont jamais comportés comme se sont comportés les Japonais avec les Chinois. C'est inimaginable. Le cortège d'atrocités, de massacres qu'ont pu faire les Japonais contre les Chinois. C'est vraiment très, très impressionnant. On dirait, c'est l'histoire de l'humanité est faite d'immenses massacres. Ça, c'est vrai. Le vieil adage latin, l'homme est à nous pour l'homme, a toujours été vrai et restera toujours vrai. Mais les Japonais, quand même, il faut le savoir, notamment à Nankin en 1937, sont allés très très loin dans les massacres et dans l'humiliation des Chinois. Parallèlement à ces invasions japonaises, qui provoquent toujours des réactions nationalistes chinoises, la Chine elle-même va se couper en deux, entre les nationalistes chinois non communistes et entre les communistes, qui sont à la fois internationalistes et à la fois nationalistes. Eh bien, cet internationalisme communiste chinois, personnalisé par l'homme que vous voyez là, Mao Tse-tung, va déclencher une longue guerre civile qui va durer tout au long des années 30-40 pour s'achever en 1949 par la victoire des armées communistes. En 1949, bien aidé en cela par l'Union soviétique, qui en 1945 avait gagné la guerre et s'était dit tiens ben ça c'est bien, si on a la grande Chine à côté qui devient communiste, nous on étend notre empire, et puis comme ce sont des pauvres Chinois, parce que les Soviétiques méprisaient également les Chinois, comme ce sont des pauvres Chinois, nous allons dominer la situation, et pour nous, après avoir pris la moitié de l'Europe, toute l'Europe de l'Est, la Chine en plus, ça va être formidable. Donc l'Union soviétique va aider la Chine, et puis surtout la défaite du Japon. Le Japon se retire de tout, et donc la guerre civile à ce moment-là prend tout son sens, de 45 à 49, et c'est l'époque où les Américains ne prennent pas suffisamment conscience de l'enjeu et laissent les Soviétiques aider les communistes chinois. Vous avez cet épisode extrêmement célèbre, physiquement d'ailleurs très éprouvant et très courageux, de la longue marche, des milliers de kilomètres de marche pour échapper à l'encerclement et pour relancer la guerre, et ça va être couronné de succès, et en 1949, Mao Tse-tung triomphe et devient, pour le malheur de la Chine, le chef incontesté de la Chine. Il faut savoir que ce règne communiste chinois sera le plus sanglant de tous. Pourtant, il y a de la concurrence, vous me direz. En Union soviétique, Staline, c'était quand même pas un plaisantin. C'est quand on pense à ce qu'ont fait les Vietnamiens, ce qu'ont fait les Khmers rouges, ce qu'ont fait... Mais alors, en nombre de morts, peut-être pas en pourcentage de la population. Ça, les Khmers rouges au Cambodge, en ayant exterminé un tiers de la population, ils ont le record du monde, qui, j'espère, n'est pas prêt d'être battu. Mais en tout cas, en Chine, ce sont des dizaines de millions de morts. Alors, à l'échelle de la démographie chinoise, certes, mais tout de même, c'est inimaginable le nombre de gens que, dites par sadisme, par répression ou par incompétence, le régime de Mao Tse-tung, qui était quand même un personnage épouvantable, le régime de Mao Tse-tung a pu tuer de gens. Donc derrière, vous avez les maîtres d'œuvre du triomphe communiste chinois,
de droite à gauche, Staline, Lénine, Marx et Engels, ou Engels et Marx, je confonds les barbes, et donc vous avez deux acteurs et deux penseurs en quelque sorte, et ces cinq-là font le maléfisme en quelque sorte du communisme dans le monde et notamment du communisme chinois. Pour la France aussi, il y aura des répercussions parce que vous savez qu'à ce moment-là, nous sommes engagés dans la guerre d'Indochine et une fois que les Chinois vont consolider leur succès, eh bien, ils vont considérablement aider le Viet Minh contre nous. Et si nous avons perdu à Dien Bien Phu, c'est bien parce que la Chine était devenue communiste. Il y a plein d'autres raisons, mais c'est notamment parce que la Chine était devenue communiste. Ils avaient une base arrière, ils avaient un approvisionnement devenu totalement illimité en armes, et donc ce triomphe sera suivi pour la France par la défaite de Dien Bien Phu et la perte de l'Indochine. En attendant donc, les Chinois sont au pouvoir, et très vite, ils vont se manifester, et notamment en Corée. Vous savez que c'est peu de temps après, en 1950, qu'éclate la guerre de Corée. C'est-à-dire que la Corée va être confrontée à une guerre civile très violente, provoquée par la Corée du Nord communiste, qui attaque la Corée du Sud non communiste, protégée par les Américains. Et cette guerre, les Chinois vont s'y précipiter. Donc des volontaires chinois, il y a des guillemets volontaires, parce que en réalité, c'est une partie de l'armée chinoise qui était envoyée là-bas avec le beau slogan « Souhaitons 10 millions de victoires à l'armée du peuple coréen, à l'armée des volontaires du peuple chinois ». Ils n'étaient pas plus volontaires que vous et moi, mais ils sont partis là-bas se battre. Vous voyez les affiches de propagande chinoise qui sont toujours un mélange de kitsch, de naïveté et en même temps un certain élan nationaliste qui avait beaucoup d'influence auprès de la population. Et donc, les Chinois vont échouer, mais pas complètement. Les Américains vont gagner, mais finalement pas complètement. Ils vont juste empêcher que la Corée du Sud ne devienne communiste. La Corée est définitivement coupée en deux. Enfin, définitivement, on ne sait pas, mais comme vous le savez, au 38e parallèle se sépare la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et la Corée du Nord a un seul allié aujourd'hui dans le monde, c'est la Chine. Et la Corée du Sud, elle, est une sorte de colonie économique américaine. Et donc, cette guerre va être la première manifestation extérieure de la tentative de la puissance chinoise de se renouveler, d'exister à travers le communisme. Et ensuite, vous allez avoir les premiers grands mouvements idéologiques du régime communiste, sans intervention extérieure. Je l'ai appelé la comédie des 100 fleurs. En réalité, ça s'appelle la campagne des 100 fleurs. Que se passe-t-il en 1957? Mao est au pouvoir depuis 8 ans. Et il sent bien que ça ne va pas. Ça ne va pas parce que si les communistes savaient gérer économiquement un pays, ça se saurait. Et donc, il se demande comment reprendre la main. La campagne des 100 fleurs, c'est la reprise en main par Mao de l'appareil communiste. Et pour se débarrasser de concurrents qui critiquent son action et qui, pour certains, la critiquaient à juste titre, l'incompétence économique de Mao dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Et du coup, Mao ouvre la campagne des 100 fleurs et dit « mais il faut dire ce que l'on pense ». Et donc, on organise des réunions d'autocritique, mais aussi de critique tout court. Et ça va tourner à l'émeute. C'est-à-dire que la quasi-totalité de l'appareil communiste chinois dit « mais ça ne va pas, on ne fait que des erreurs partout ». Et alors Mao se retrouve pris à son propre piège. Lui, il avait fait ça pour se débarrasser des éléments qui critiquaient son action, les uns parce qu'il allait trop loin, les autres parce qu'il n'allait pas assez loin, beaucoup aussi parce qu'il était incompétent. Et donc, il va laisser de façon parfaitement cynique se développer cette critique contre l'appareil chinois et contre les dirigeants chinois. Et une fois qu'il aura en quelque sorte analysé la situation et repéré avec tous ces agents, repérer ceux qui ont critiqué Mao lui-même et les dirigeants chinois et l'ensemble de l'appareil communiste, eh bien, ils vont tous être envoyés dans des camps de rééducation. Et la campagne des 100 fleurs, on a appelé ça une comédie, vous me direz, pour les 500 000 personnes qui se sont trouvées dans des camps de rééducation, c'était pas vraiment une comédie, mais en quelque sorte, c'était une comédie, c'est-à-dire qu'on fait sortir de leur tanière les gens pour qu'ils disent ce qu'ils pensent, et quand ils ont dit ce qu'ils pensaient, et comme ils ont eu tort de dire ce qu'ils pensaient, on les envoie dans des camps. Vous direz, un vieux réflexe communiste,
Les Soviétiques ont utilisé ça avec beaucoup d'habileté également. Mais donc cette fameuse campagne des 100 fleurs qui commençait de façon très poétique, l'idée de Mao, c'était de faire éclore 100 fleurs pour que le parti retrouve sa pureté et son parfum originel. Donc c'est très joli, mais tout ça a fait 500 000 personnes dans les camps qui, évidemment, je n'ai pas besoin de vous le préciser, n'en sont jamais sortis. Il va y avoir pire, il va y avoir le grand bond en avant. Quand on se rappelle dans les années 60-70, c'est fou, c'est-à-dire les années 60 notamment, la façon dont les médias français, les grands spécialistes de la désinformation, ils ont beaucoup d'entraînement dans ce domaine-là, mais à l'époque, ils se surpassaient. Le grand bond en avant était représenté comme le triomphe économique de la Chine. Ça a consisté en quoi, le grand bond en avant? C'est-à-dire tout le monde devait faire absolument n'importe quoi. Donc on envoyait des intellectuels au champ, on disait mais la Chine doit à la fois faire de l'agriculture, à la fois faire de l'industrie, tout faire juste avec des bras humains pour en quelque sorte accélérer l'industrialisation de la Chine et tout en maintenant son agriculture. L'organisation a été une désorganisation totale. Des millions de gens ont été envoyés partout, les uns dans des usines sans compétences, d'autres dans les champs où il n'y avait jamais été auparavant. Et tout ça s'est fini par une famine épouvantable. La désorganisation était telle que les paysans qui arrivaient encore à produire quelque chose, de toute façon, la nourriture n'arrivait pas. Et on considère que ce grand bond en avant, c'est pour ça que c'est une tragédie, a fait peut-être 30, 40, 50 millions de morts par famine. C'est quand même exceptionnel à ce point-là. Et donc le grand bond en avant, et je me rappelle encore, présenté à la fin des années 60 par les Occidentaux comme avec des trémolos dans la voix, c'était l'époque où il y avait des manifestations de maoïstes, il y avait des maoïstes à l'époque, l'inconscience totale qui descendait le boulevard Saint-Michel en criant « Oh, oh, Ho Chi Minh ». Eh bien, ces manifestations d'extrême gauche célébraient la campagne des 100 fleurs, le grand bond en avant, comme étant mais l'archétype de ce qu'il fallait faire dans l'économie d'un pays. En réalité, c'était une mise en esclavage de centaines de millions de personnes. On était déjà au milliard d'ailleurs, de quasiment 1 milliard de Chinois réduits en esclavage et devant changeant de métier par la force. Et ceux qui résistaient étaient envoyés dans des camps, ce qui ne changeait d'ailleurs pas grand-chose avec ces grands chantiers que vous voyez où l'espérance de vie était extraordinairement réduite. C'est l'époque où les Chinois et les Soviétiques s'entendent encore à peu près. Vous voyez ce petit timbre chinois où Mao Tse-tung serre la main de Staline, on est en 1950, donc je fais un petit retour en arrière. Staline est tout content parce qu'il se dit eh ben, c'est génial, ça, j'ai mon satellite communiste très puissant à côté, on est parti pour dominer le monde. Oui, mais en réalité, il n'a pas compris une chose, c'est que les Chinois sont très nationalistes, très ombrageux, très susceptibles. Et malgré tout, pour les Chinois, un Russe, c'est un peu un occidental, il est blanc au fond. Et donc, cette amitié va se briser. Elle va se briser sur la volonté de domination des Soviétiques et elle va se briser sur la volonté d'émancipation nationaliste de la Chine. Et donc, un jour, il y a la rupture sino-soviétique, qui a tant réjoui les géopolitologues américains, se disant, alors ça, c'est vraiment formidable, parce que cette rupture sino-soviétique, pour nous, c'est une bénédiction, parce que l'alliance des armées soviétiques et chinoises, en cas de coup dur, si la guerre froide devient une vraie guerre, ça, c'est une catastrophe. Et donc, cette rupture sera saluée, d'ailleurs, à juste titre, ça a quand même bien arrangé le monde libre à l'époque, et vous voyez cette affiche de propagande, toujours avec ce côté kitsch, et en même temps un certain élan nationaliste, et donc vous avez ce Chinois à l'air farouche qui brandit le petit livre rouge de Mao, l'autre qui brandit ses muscles, et la jeune femme n'est pas en reste pour son regard également nationaliste farouche. Derrière, il y a Mao qui veille, et tout ça, c'est en fait dirigé contre Staline, contre l'Union soviétique, qui au fond a trahi les travailleurs. Et donc cette rupture sino-soviétique va avoir des conséquences géopolitiques importantes. Mais dans sa folie meurtrière et dans sa folie mégalomane, dans sa folie mégalomane, eh bien, Mao Tse-tung ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Avec les 100 fleurs, après les 100 fleurs et après le grand bond en avant, il va y avoir la révolution culturelle.
Et vous voyez cette image tragique, ça fait toujours mal au cœur de voir ça, d'un professeur avec un immense bonnet d'âne sur la tête, et des étudiants, 16 étudiants en train de vociférer autour de lui, de le traiter de traître. C'est quoi la révolution culturelle? Comme rien ne marchait, il fallait bien trouver des boucs émissaires. Qui sont les boucs émissaires? Eh bien, ces intellectuels, qui ne sont pas tous communistes, loin s'en faut. Et même ceux qui sont communistes, beaucoup sont membres du parti pour avoir une carrière normale. Ceux qui ne le sont pas, alors eux, leur compte va être réglé, mais même ceux qui le sont vont disparaître aussi dans l'horreur de la révolution culturelle, où là, on a dépassé tout. On a dépassé tout, c'est-à-dire qu'on s'est attaqué à tout ce qui était intelligent, à tout ce qui avait de la culture. Et ça se finissait toujours par des lynchages. Ce professeur que vous voyez, un quart d'heure après, est mort démantelé, lynché par ses propres étudiants. Il y a des images d'ailleurs horribles sur cette révolution culturelle. Pareil, en Occident, alors nos médias s'enthousiasmaient dans la révolution culturelle. On va retrouver la pureté originelle, doctrinale du Parti communiste chinois. Tu parles de pureté doctrinale originelle. C'était, encore une fois, d'immenses massacres. Et donc, vous allez avoir tout le monde, des professeurs, des médecins, des avocats, des intellectuels, des écrivains, des poètes, des peintres, tous ceux qui, à un moment donné, ont eu un petit rôle intellectuel, petit à leur niveau. Vous pouvez être aussi bien le professeur d'histoire en fin d'études à l'école, même pas à l'université. Eh bien, tout cela vont payer cher. Quoi au fond? Eh bien, l'échec économique total de la Chine et de Mao Tse-tung. Et donc, cette révolution culturelle, c'est un nouveau bain de sang épouvantable. Mais en géopolitique, il y a une règle, il ne faut jamais être seul. Et donc, même Mao l'a compris, en tout cas là, comme vous voyez, il comprenait déjà plus grand-chose. Il avait 60-70 millions de morts à son actif, de ses propres compatriotes, soit dit en passant. Eh bien, Mao Tse-tung se fait convaincre par son entourage qu'il faut renouer avec les États-Unis. Ça commence, vous vous rappelez peut-être, pour les plus anciens comme moi, d'une partie de ping-pong. Il y a une tradition en Chine, évidemment, c'est le ping-pong. Le ping-pong, c'est le sport national chinois. Les Japonais aussi en sont friands, mais ce sont quand même les Chinois à l'origine. Et donc, les Américains, eux aussi, avaient des grands pongistes, comme on dit, des grands champions de ping-pong. Et il y a eu une rencontre, alors je ne sais plus si c'est dans le cadre des championnats du monde ou quelque chose comme ça, mais pour la première fois, ça n'a pas été boycotté parce que les deux nations se boycottaient. Parce que à la fin de la révolution communiste, à la fin de la guerre civile en 1949, les débris de l'armée nationaliste de Chiang Kai-shek, qui avait été vaincue par Mao Tse-tung, s'étaient réfugiés dans une île qu'on appelait Formose à l'époque, qui s'appelle Taïwan maintenant, qui est au large de la Chine, que les Chinois rêvent de récupérer un jour. Et donc, vous avez là les débris, mais des débris à l'échelle chinoise, c'est-à-dire que vous avez plusieurs millions de personnes qui se sont réfugiées à Taïwan, et le monde entier reconnaissait Formose, Taïwan, comme étant la Chine. Et donc, comme l'ensemble de la Chine communiste était boycotté, il n'y avait aucune rencontre sportive avec les Chinois. Et donc, ça va être la fin avec cette visite du président américain, vous le reconnaissez à droite, Richard Nixon, celui qui tombera dans la fameuse affaire du Watergate. Eh bien, Nixon rend visite à Mao Tse-tung, ce qui est une révolution géopolitique. Ça a rendu les soviétiques verts. Et ça se passe au début des années 70, 71, je crois, ou peut-être 70, j'ai un petit trou, excusez-moi. Et donc, Nixon et Mao se rencontrent et décident de renouer ensemble des relations. Alors évidemment, pour l'Amérique, ça va impliquer de laisser tomber Taïwan, de laisser tomber Formose, et de reconnaître la Chine, la République populaire de Chine, c'est-à-dire la Chine communiste. Mais ce sont aussi de grands marchés qui s'ouvrent. Les Américains aussi sont de grands commerçants, il n'y a pas que les Chinois. Et donc, cette rencontre est un retournement idéologique très favorable pour les Américains, parce que dans l'équilibre de la guerre froide, eh bien, ils prennent un peu le pas sur l'Union soviétique en s'alliant avec ce qui est devenu le pire ennemi de l'Union soviétique, la Chine. Tout le long des milliers de kilomètres de frontières sino-russes, il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a de multiples escarmouches. Quand je dis escarmouches, c'est à l'échelle soviéto-chinoise. C'est-à-dire que vous avez eu des milliers de morts dans des combats sporadiques qui ont eu lieu le long de la frontière. Et puis Mao meurt.
Mao Tse-tung meurt. On ne va pas pleurer. Et son successeur, enfin, il y a eu plusieurs successeurs, mais le principal successeur, c'est lui, Deng Xiaoping. Et Deng Xiaoping, c'est lui qui va déclencher le changement fondamental du paradigme chinois. C'est-à-dire, on reste communiste, ça nous arrange bien d'être une dictature. De toute façon, il n'y a jamais eu de démocratie en Chine, on ne voit pas pourquoi on commencerait aujourd'hui. Donc, on garde le petit col Mao, on garde le petit livre rouge de Mao et les cellules du Parti communiste, la discipline, etc. Mais, on va réformer l'économie. C'est-à-dire qu'on va se comporter de façon normale sur le plan économique. Et Deng a eu cette phrase célèbre que je n'ai pas pu résister de vous montrer, cacher ses talents et attendre son heure. C'était exactement la mentalité de Deng Xiaoping, qui déjà voulait faire de la Chine la première puissance du monde sur le plan économique, mais voulait surtout le cacher. Parce qu'on attend son heure, on n'est pour l'instant pas du tout en situation de devenir la première puissance mondiale, mais on va essayer de devenir la première puissance mondiale. Et on s'y prend donc peu de temps après la mort de Mao. C'est Mao, c'est ce vieux dinosaure sanguinaire qui était finalement l'obstacle au développement de la Chine. Et Deng Xiaoping va oser changer ça. Il tenait suffisamment l'appareil du parti pour ne pas être contesté. Et donc, il va réussir à orienter la Chine vers un capitalisme, pas comme chez nous, un capitalisme où la libre entreprise n'existe pas vraiment, où tout est contrôlé. Mais petit à petit, ça va être le développement d'une économie qui ne demandait en réalité qu'à se développer. Et ça va passer par quoi? Essentiellement par le commerce. Les Chinois se sont rappelés que c'était des commerçants hors pair, et au lieu d'envoyer tous les gens au champ, ou au lieu de créer de l'industrie lourde en mettant des gens qui ne savaient pas faire fonctionner des usines à l'intérieur, eh bien, ils ont très bien compris qu'il fallait s'ouvrir au monde extérieur et échanger. Alors Deng Xiaoping libéralise l'économie. Et là, les malheureux étudiants chinois, notamment à Pékin, vont croire que cette libéralisation économique s'accompagne d'une libéralisation politique. Erreur fatale. Les Chinois ne sont pas du tout décidés à devenir une démocratie. C'est une chose qu'il faut bien comprendre. On peut toujours leur reprocher, on peut toujours dire, mais alors ils sont épouvantables, ils sont restés communistes. Communistes ou pas, c'est une dictature. Il faut bien se mettre ça à l'esprit. Et s'ils deviennent un jour une démocratie, ce ne sera pas de leur plein gré. Ou alors ce sera comme Gorbatchev, ils auront ouvert un peu trop les vannes et la marée s'engouffrera. Mais là, pas du tout. Pas du tout. Donc, dans cet essai de libéralisation économique, vous allez avoir cette grande manifestation étudiante, place Tiananmen, où ils essayent de peser sur les décisions du parti pour s'ouvrir, pour permettre la création d'autres partis politiques, pour permettre l'existence d'une véritable opposition. Et cette tentative de libéralisation politique va durer quelques semaines. Il y aura une espèce de grande foire aux idées et à la liberté, place Tiananmen, qui va durer un certain temps. Et puis un beau jour, la décision sera prise, on balaie, on nettoie. Et donc, vous connaissez sûrement cette photo extrêmement célèbre. Les chars chinois pénètrent sur la place Tiananmen et vous avez un étudiant dont là, comme notre malheureux professeur de tout à l'heure, vous vous doutez, dont l'espérance de vie est extrêmement réduite, eh bien, il s'arrête devant les chars chinois et il essaye de discuter avec le conducteur chinois pour dire « mais laissez-nous la liberté ». Des milliers d'étudiants seront tués dans ces événements de la place Tiananmen et d'autres milliers disparaîtront. Et pas que des étudiants. En réalité, toute une série de gens qui ont cru à cette libéralisation annoncée par Deng Xiaoping, mais il ne parlait que de libéralisation économique, vont définitivement disparaître dans les camps chinois ou dans les prisons chinoises, finissant avec une balle dans la nuque. Ce sont des communistes, ce sont des tyrans, ne l'oublions pas non plus. Et donc, après cet épisode de la place Tiananmen qui va engendrer d'ailleurs à l'échelle mondiale des sanctions contre la Chine, eh bien, arrive un nouvel homme. Celui qui est au pouvoir actuellement, c'est Xi. Pourquoi la longue marche? Xi est le fils de son père, et son père avait fait la longue marche avec Mao Tse-tung. C'est donc un hiérarque communiste. Il est issu du sérail communiste. Et c'est un homme qui a beaucoup souffert parce qu'un jour, son père a été désavoué.
il a dû faire une demi-virgule qui n'a pas plu à Mao, ou alors il n'a rien fait du tout, mais peu importe. Dans le monde absurde du communisme, il n'y a rien besoin de faire pour un jour disparaître. Eh bien, le père donc a disparu et toute la famille de Xi a été persécutée, au point que sa sœur a fini lassée d'une pression psychologique très forte par se suicider. Et lui, il va tenir et il va demander à 18 ans son adhésion au Parti communiste. Un homme qui a montré par là qu'il avait une trempe d'acier. Et sa candidature au Parti communiste sera refusée une bonne douzaine de fois. Et puis un jour, elle sera acceptée. Et il va commencer sa carrière au bas de l'échelle. Et comme il a des dons intellectuels et organisationnels tout à fait remarquables, eh bien, il va monter les échelons. Il a montré qu'il a montré patte blanche, il a fait ce qu'il fallait, il a demandé son adhésion au parti, et dans la province où il avait été nommé, eh bien, les résultats économiques ont été les meilleurs selon les nouvelles normes de Deng Xiaoping, qui étaient des normes un tout petit peu plus normales, un tout petit peu plus rationnelles que le fou de Mao Tse-tung. Eh bien, Xi va monter progressivement les marches et va devenir ce qu'il est toujours plusieurs années après et encore pour longtemps. Sauf révolution de palais, toujours possible dans le monde communiste, mais tout de même, il tient bien les rênes. Je serais étonné de lire dans le journal demain qu'il y a eu une révolution de palais et que Xi est dans un camp de travail. Je serais très étonné. Je pense que s'il y a des tentatives de révolution de palais, c'est les autres qui vont se retrouver dans des camps de travail et pas Xi. Donc, cet homme, dont le parcours est un parcours à la force du poignet, il n'est pas du tout né avec une cuillère dans la bouche, il est un communiste convaincu, mais il est surtout, et c'est ça qu'il faut bien comprendre dans sa démarche, il est surtout un nationaliste chinois. En fait, le communisme et le nationalisme en Chine, ne sont pas séparables. Et lui, il fait partie de ceux, et c'est majoritaire en Chine, et c'est pour ça que le régime est souvent plus solide qu'on ne le croit, de ceux qui n'ont pas pardonné aux Occidentaux les humiliations du sac du palais d'été, de la guerre de l'opium, de la révolte des boxers noyés dans le sang. Ils ont une revanche à prendre, et puis ils savent aussi que la Chine a dominé le monde pendant des siècles et des siècles, et ils comptent bien recommencer. Alors, Xi lance un programme, vous avez tous entendu parler de cette expression étonnante, la nouvelle route de la soie. Vous vous rappelez ces routes de la soie où vous aviez dès l'Antiquité, ça a continué jusqu'à la fin du Moyen-Âge, finalement jusqu'à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est là que passaient les épices, les soieries. Eh bien, vous aviez ces caravanes qui partaient de Pékin, qui partaient de Chine, qui partaient d'Inde et qui traversaient toute l'Asie pour finir en Syrie et finalement à Venise. Et les belles draperies de Venise venaient de Chine et toutes les épices qui agrémentaient les plats des Occidentaux qui avaient découvert la magie des épices, notamment à la suite des croisades. Eh bien, toutes ces épices qui partaient pas toutes de Chine ni d'Inde, d'autres partaient du Proche-Orient, bien évidemment, mais ces grandes caravanes traversaient des milliers et des milliers de kilomètres et allaient donc jusqu'en Occident apporter à grand prix, eh bien, les denrées que n'avait pas l'Occident. Et donc, ces routes de la soie ont été ruinées par l'ouverture, évidemment, de la route des Indes, enfin, par la découverte de l'Amérique de Christophe Colomb, puis après par le grand voyage de Magellan. Stéphane Zweig raconte ça très bien dans sa petite biographie de Magellan, qui est très bien faite, et qui commence avec cette phrase emblématique « Au commencement étaient les épices ». Et il raconte très bien comment ces épices qui ont enrichi l'Orient ont été un courant commercial tout à fait fondamental. Donc, Xi a décidé de relancer ça de façon moderne. On oublie les chameaux, on oublie les épices, et on vend toutes sortes de marchandises, soit par voie terrestre, soit par voie maritime. Et donc, quelle est l'ambition chinoise? C'est une ambition pacifique, purement pacifique. Il ne faut pas oublier que les Chinois, même s'ils ont reconstruit une grande armée, on va la voir tout à l'heure, ce sont d'abord des commerçants. Donc, leur première idée, c'est d'exporter leurs denrées, leurs marchandises. Et donc, pour exporter, il faut le faire pacifiquement, sinon on n'exporte rien du tout. Il faut exporter, il faut vendre au monde entier, et donc il faut que le monde entier ait envie de vous acheter. Donc, cette ambition des nouvelles routes de la soie, c'est une ambition commerciale agressive, mais en même temps pacifique.
Et donc, que veulent les Chinois? Eh bien, des grandes routes maritimes, vous les voyez là, on part de Tianjin, Shanghai, vous descendez la Malaisie, l'Inde, Ceylan, enfin le Sri Lanka, Djibouti, Port Saïd. Ils ont déjà un port à Djibouti. Les Chinois sont implantés. Alors c'est déjà à Djibouti. Le Pirée, vous savez, c'est le grand port grec juste à côté d'Athènes. Alors là, ça a été encore plus simple pour les Chinois. Ils ont acheté, figurez-vous, le port du Pirée. Ils sont propriétaires du port du Pirée. Alors de temps en temps, on hurle en Occident, c'est épouvantable. On a laissé les Chinois acheter le port du Pirée. Bah oui, mais c'est bien de notre faute. Si vous voulez pas qu'ils l'achètent, il fallait pas le mettre en vente. Quand la Grèce était ruinée, la Grèce était d'ailleurs ruinée quand elle est rentrée dans l'Europe. Vous savez qu'elle a truqué ses comptes, conseillée en cela par Goldman Sachs, qui quand même a toujours pignon sur rue, alors que cet organisme américain a sciemment truqué les comptes de la Grèce pour qu'il soit accepté par la Commission de Bruxelles et pour que l'Europe accepte l'entrée de la Grèce en son sein. Et donc, ces comptes truqués, ça n'a pas tenu très longtemps. Au bout d'un moment, on a réalisé que la Grèce était en banqueroute totale. Donc, on a payé des milliards et des milliards. C'est notre argent, merci. Nous sommes contribuables d'abord, mais on ne demande pas souvent notre avis sur le sujet. Et quand on nous demande, de toute façon, on dit non, mais c'est pas grave, les députés le votent derrière. Bon, vous connaissez tous l'épisode. Quoi qu'il en soit, la Commission de Bruxelles, aidée par le FMI, ils sont allés voir eh bien, les autorités grecques et ont dit écoutez, trouvez un peu d'argent, on ne va pas tout vous donner quand même, et donc vendez un certain nombre de choses. Alors, il fallait que les Grecs vendent. Alors un jour, ils ont vendu des petites îles à des millionnaires, ça c'est pour la galerie, une petite île à 5 millions, c'est pas ça qui allait changer quelque chose, ou même à 20 millions pour certaines. C'était pas le sujet, donc ils ont commencé à mettre en vente leurs fleurons économiques. Et quel était le plus beau fleuron que le port du Pirée? Donc ils ont mis en vente le port du Pirée, il y a eu un acheteur, pas deux, un, la Chine. Donc ils ont vendu à la Chine, ils ont vendu cher. Mais maintenant, la Chine est propriétaire du port du Pirée. Alors on s'étonne, bah oui, mais ils sont propriétaires. Et donc vous n'imaginez pas le nombre de conteneurs chinois qui passent tous les ans dans le port du Pirée, et ça ne va faire qu'augmenter, bien évidemment. Au-delà du port du Pirée, eh bien, l'idée, c'est d'aller jusqu'à Venise. Il y a eu des accords assez poussés entre l'Italie et la Chine. Et de l'autre côté, plus au nord, vous voyez les routes terrestres. Alors, que seront ces routes terrestres? Eh bien, des voies ferrées, tout simplement. Des trains à grande vitesse ou des routes, pas que des trains, ou des routes qui traversent des endroits improbables, au mépris d'ailleurs de tout respect de l'environnement. Mais ça, je suis étonné qu'on n'en parle pas davantage, mais on n'en parle pas beaucoup. Vous avez des paysages somptueux en Chine et au-delà de la Chine qui ont été ravagés par des constructions de voies ferrées et de routes. Enfin bon. Alors, vous avez plusieurs voies, Astana, donc au Kazakhstan, Moscou, et puis après l'Allemagne, Rotterdam, le plus grand port du monde, et puis plus au sud, Téhéran, avec qui la Chine entretient des relations privilégiées, forcément. L'Iran est rejeté par le monde occidental. L'Iran fait quoi? Elle fait comme la Russie, se tourne vers la Chine pour discuter un peu. Il ne faut jamais être seul en géopolitique. Et puis au-delà, la Turquie, qui se dit il y a sûrement quelque chose d'intéressant à faire. Et donc, ces nouvelles routes de la soie, elles ont été un peu ralenties par la crise du Covid, non seulement parce que tout s'est ralenti, mais aussi parce que la petite plaisanterie du virus qui est oui ou non sorti du laboratoire, bon, ça a quand même mis un petit coup sur la réputation de la Chine. Ils ont été d'une maladresse insensée sur ce truc-là. On leur a fourni des usines clés en main dont ils n'avaient pas encore les compétences pour s'en occuper. C'était Jacques Chirac qui avait beaucoup influé à l'époque pour qu'on leur livre ça. Et résultat, bon, il semble bien quand même si on ne connaît pas les conditions, mais même si c'est pas certain, je le dis avec des pincettes, en tout cas, ça vient de Chine et l'accident de laboratoire n'est vraiment pas à exclure. Et donc, un certain nombre de partenaires de la Chine la regardent maintenant avec circonspection et c'est sûr qu'on est rentré. D'ailleurs, vous avez bien senti, l'ambiance a changé. Il y a 5 ans, 10 ans, on regardait la Chine en disant bon, c'est la future grande puissance du XXIe siècle, probablement. Que vont faire les Américains? Et puis, il y a eu les événements de Hong Kong, et puis il y a eu le Covid. Et donc, puis il y a eu les Ouïghours, on va y revenir. Et donc, tout ça a engendré une méfiance, une nouvelle méfiance contre la Chine. Les Chinois sont patients. En 2000 ans avant Jésus-Christ, ils considéraient qu'ils étaient la plus grande puissance du monde. Ils peuvent bien attendre quelques années que tout ça
se tassent, même si leur réputation, en effet, a pris un coup. En tout cas, les grands axes des nouvelles routes de la soie, elles commencent déjà un petit peu à fonctionner. Pas encore autant que l'ambition de Xi Jinping l'avait indiqué, mais tout de même, ça reste un projet tout à fait valable et qui n'est pas du tout mis au rebut. Parallèlement, il est temps de se pencher sur les revendications territoriales de la Chine. La Chine n'est pas, il faut bien le comprendre, une puissance impérialiste en tant que telle. Elle n'est pas une puissance impérialiste, c'est-à-dire que quand on dit la Chine va nous envahir, c'est un fantasme, le péril jaune, avec ces vieux albums du capitaine d'Henry, pour ceux qui collectionnaient ces vieux cartonnages de 1900, eh bien, c'est de la fantasmagorie. En réalité, la Chine n'a d'ambition impérialiste que près de chez elle. Jamais elle ira essayer de mettre la main sur l'Europe occidentale, sur une colonie loin de ses bases. Ça n'est pas dans sa façon de faire. Ce qu'elle veut, c'est contrôler ce qui se passe autour d'elle et étendre son commerce. Il faut bien comprendre ça, parce que si on considère que la Chine est un adversaire, ou en tout cas à minima un concurrent, il faut au moins bien comprendre sa mentalité. Et il ne faut pas se réfugier derrière des fantasmes en disant leur rêve, c'est de conquérir le monde par les armes. Non, non. Ce qu'ils veulent, c'est récupérer un certain nombre de choses qu'ils considèrent leur appartenir. Vous avez là en haut, République de Hong Kong. Hong Kong, on s'est beaucoup ému, à juste titre, sur ces pauvres étudiants matraqués, et Hong Kong revient dans le giron de la Chine. Mais c'était couru. On est très hypocrite en s'émeuvant de ce genre de choses et en poussant des cris d'orfraie, en disant mais c'est épouvantable, les Chinois ne respectent pas les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong. Mais évidemment qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong. Quand ont-ils respecté les droits de l'homme et la démocratie? On ne demande pas à un communiste de respecter les droits de l'homme et la démocratie. Si on lui refile Hong Kong, qu'on lui avait entre parenthèses volé au milieu du 19e, c'est pour ça que là-dessus ils étaient bien décidés à ne jamais céder. Ce sont les Anglais qui ont pris Hong Kong à la suite de la guerre de l'opium, qu'ils ont gagné, la deuxième guerre de l'opium, il y a eu plusieurs guerres de l'opium, qu'ils ont gagné. Eh bien, ils ont dit Hong Kong, maintenant c'est anglais. Pour les Chinois, ça n'a jamais été anglais. Et donc un jour, les Anglais ont dit bon alors, on vous rend Hong Kong, mais c'est une démocratie pendant X dizaines d'années. Puis après, vous ferez ce que vous voudrez. Bon, ils n'ont pas attendu les X dizaines d'années. Ils ont légèrement anticipé le délai. Mais encore une fois, c'était couru. Et donc, quand on prend des airs effarés, bon, il faut quand même connaître les gens avec qui on traite. Au-dessus, à côté de Hong Kong, légèrement au-dessus, vous avez Taïwan, dont je parlais tout à l'heure, protégé par les Américains. C'est pour ça que les Chinois l'ont pas récupéré. Mais si un jour il y a une action agressive militaire chinoise, ce sera bien contre Taïwan. Leur obsession est de récupérer Taïwan. Ils considèrent que c'est à eux. L'armée vaincue s'est installée à Taïwan. Il y a une population très importante. D'ailleurs, c'est un grand pays qui a développé une industrie, qui a développé une économie. On peut dire tout ce qu'on veut. La Chine, il faut bien avoir ça en tête, compte bien un jour récupérer Taïwan. Et si vous descendez un petit peu plus au sud, il y a eu beaucoup de tensions dans cette mer de Chine méridionale et dans cette mer des Philippines. Eh bien, vous avez toute une série de petites îles. On appelle ça la ligne des 9 traits, ce que vous voyez, les traits en rouge chinois qui descendent et puis qui remontent. Eh bien, à l'intérieur de ces traits, vous avez un certain nombre d'îles, notamment les îles Paracel et les îles Spratly. Eh bien, ces îles sont revendiquées par la Chine. Elle en a récupéré déjà un certain nombre, sans coup férir, en y installant une petite flotte. Alors, ce sont des îles qui, quelquefois, étaient de la taille d'un confetti, ce qui sont, de toute façon, en général, de la taille d'un confetti. Mais certaines, c'était quelques rochers, et ils les ont agrandis artificiellement pour que ça devienne des îles plus importantes. Et donc, ils considèrent maintenant que ça fait partie de leur territoire. D'ailleurs, on n'a rien fait pour les en empêcher, et je ne sais pas très bien comment on aurait fait, d'ailleurs. Et donc maintenant, ils sont un petit peu en lutte, évidemment, avec la Malaisie, le Vietnam, les Philippines très protégées par les Américains. La Malaisie et le Vietnam un peu entre deux chaises, quand même. Le régime vietnamien est également un régime communiste, mais les Vietnamiens et les Chinois ont été en guerre pendant des siècles et des siècles. Et donc, entre eux, il y a un contentieux extrêmement important. Les deux peuples se sont beaucoup fait la guerre. Et donc, ils ont beau être deux régimes communistes, alors communiste de façon un peu nouvelle, c'est-à-dire qu'on extermine moins les gens qu'avant, et la pureté idéologique a moins d'importance. Et on s'ouvre à l'économie parce qu'il faut bien vivre. Mais tout de même, ça reste des régimes dictatoriaux et des régimes communistes.
Donc, mais pas tout à fait, je précise tout de même sur le plan religieux notamment. Sur le plan religieux, vous pouvez être un prêtre en Chine, vous finissez pas forcément dans un camp. En 1950, vous étiez prêtre en Chine, vous faisiez tuer instantanément, comme en Union soviétique d'ailleurs dans les années 30. Et donc, de ce point de vue-là, ce sont des régimes qui se sont un peu adoucis, mais un peu, à la marge. Donc, ces revendications territoriales chinoises se heurtent à l'opposition du Vietnam, de la Malaisie et des Philippines. Donc, c'est une zone de tension, mais les Chinois ne lâcheront pas la garde, et ils font maintenant ils ont organisé une flotte, construit une flotte, développé une flotte considérable, et vous avez des bateaux, des sous-marins qui croisent constamment en mer de Chine méridionale pour empêcher les Américains à leur tour d'y pénétrer. Et vous avez là des points de tension tout à fait importants entre les deux marines. Et les Chinois ont tellement développé ce concept maritime qu'ils sont devenus la première flotte du monde, aux grandes dames des États-Unis. Ils ont investi un argent absolument considérable. Les Américains les ont regardés avec un brin de mépris au début en disant « mais avant que la flotte chinoise, il n'y a jamais vraiment eu de flotte chinoise. Autant il y a eu des armées chinoises dans le passé, mais de véritables flottes chinoises, pas tellement. Il n'y a jamais eu de tradition maritime véritable en Chine. » Eh bien, ils ont développé ça. Ils ont mis le paquet, et ils ont aujourd'hui, figurez-vous, la première flotte du monde, et avec du matériel tout à fait performant. Et donc, quand vous voyez arriver ça en mer de Chine, évidemment, les Américains se disent, on va pas mettre nos croiseurs en travers. En plus de ça, on n'est pas invité spécialement en mer de Chine. Tout ça devient compliqué. Donc, les Américains, pour l'instant, se contentent de dire, Taïwan, vous n'y touchez pas. Si vous y touchez, alors là, c'est casus belli. Et les Chinois n'y touchent pas. C'est une sorte de nouvelle guerre froide, en réalité. Les Américains, qui sont beaucoup excités sur la Russie, feraient mieux de s'occuper davantage de la Chine, mais vous avez bien senti qu'il y avait eu un tournant avec Trump et que maintenant les États-Unis ont la Chine en ligne de mire. La Chine ne s'occupe pas simplement de sa mer de Chine, des ses routes de la soie, mais elle veut s'implanter partout. Et quand je dis à la conquête de l'Afrique, ce n'est pas des opérations Barkhane, ce ne sont pas des soldats, ce sont des ingénieurs, ce sont des ouvriers, ce sont des commerçants. Et vous voyez la différence entre l'implantation chinoise en Afrique. À gauche, vous avez la carte en 1996. Quels sont les premiers partenaires commerciaux de la Chine en Afrique en 1996? Il y en a 0. 2016, 20 ans plus tard, vous vous rendez compte la vitesse à laquelle ça va? Eh bien, plus de la moitié des pays d'Afrique ont la Chine comme premier partenaire commercial. Malgré les antériorités historiques de la France, de l'Angleterre, même de l'Allemagne marginalement, de l'Italie marginalement, mais tout de même, il y avait des implantations historiques incroyables. Eh bien non, la Chine a balayé tout ça, aidée un peu aussi par la Russie, mais surtout la Chine elle-même. Et donc cette carte rouge, évidemment, que vous voyez, va continuer à s'étendre. Et un jour, il ne faudra pas qu'on s'étonne. Alors peut-être que la Tunisie, le Maroc, qui ont des liens avec l'Occident un peu plus étroits, résisteront, mais les grandes taches noires que vous voyez, là, l'ancienne Afrique occidentale française, est plus au sud, au-dessus de l'Afrique du Sud. Eh bien, moi, je vous parie que dans 10 ans, tout cela est rouge, tout à fait rouge, mais sur le plan commercial. Parce que, sur le plan idéologique, il faut bien avoir en tête une chose, ils ne s'en préoccupent pas. Contrairement à l'Union soviétique de la guerre froide. L'Union soviétique de la guerre froide, elle fomentait des révolutions à gauche et à droite pour contrer la CIA et pour faire d'une démocratie à l'occidentale un régime communiste pour pouvoir s'y implanter. C'était la stratégie soviétique. Il fallait idéologiquement intervenir et idéologiquement changer de régime. Les Chinois procèdent absolument pas comme ça. Ils n'ont provoqué strictement aucun changement de régime, contrairement aux Soviétiques et contrairement aux Américains. Les Américains ont renversé Saddam Hussein, les Américains voulaient renverser Bachar el-Assad. C'était la doctrine du change regime, comme je vous l'avais dit au moment de la conférence sur les États-Unis, pour rendre les pays dans le monde meilleur, dans le monde merveilleux de la démocratie à l'occidentale. Les Chinois ne raisonnent absolument pas comme ça. C'est un schéma qu'il faut vraiment avoir en tête. Et ça leur est complètement égal. La personne en face d'eux peut être communiste, peut être libérale, peut être juif, peut être catholique, peut être musulman. Ça leur est totalement indifférent. Ce qu'il faut, c'est traiter. On est là pour vendre ou pour acheter. Généralement vendre.
Mais on est là en tout cas pour faire du commerce, et peu importe, et c'est une autre phrase célèbre de Deng Xiaoping, c'était, on lui avait dit, peu importe que le chat soit noir ou soit gris, l'essentiel c'est qu'il attrape la souris. Et tout est dit là-dedans, c'est très chinois d'ailleurs. Peu importe que le régime algérien, libyen ou soudanais soit ceci ou soit cela, ça nous est totalement indifférent. Leur indifférence aux droits de l'homme est d'ailleurs assez logique. Eux-mêmes n'accordent aucune importance aux droits de l'homme. Je ne vois pas pourquoi la situation des droits de l'homme au Soudan ou en Algérie les émeuverait le moins du monde. Ce qui compte, est-ce qu'on a des dirigeants en face de nous qui veulent bien traiter avec nous? Si oui, tant mieux, on traite. Sinon, eh bien, on ne va pas l'envahir, on ne va pas le déstabiliser, on va discuter, l'acheter si nécessaire, faire ce qu'il faut pour pouvoir traiter avec lui. C'est tout à fait fondamental à comprendre. Et maintenant, il faut aborder un point tout à fait essentiel pour comprendre pourquoi je pense que le 21e siècle sera chinois. Parce que je posais la question, la moindre des politesses, c'est de vous essayer de répondre à cette question. Moi, je pense que les Chinois, même si ce n'est pas encore fait, vont dépasser les Américains en économie et vont devenir la première puissance économique du 21e siècle. Et dans cette histoire, les terres rares, suivies après par les métaux rares, jouent un rôle tout à fait fondamental. De quoi s'agit-il? Vous avez sûrement tous entendu parler de cette expression de métaux rares et de terres rares. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les métaux qui sont en quantité rare, comme leur nom l'indique, et qui sont nécessaires à la transition énergétique et à la transition numérique. La transition énergétique et la transition numérique sont des escroqueries extraordinaires. C'est-à-dire que pour rouler propre, on va mettre nos diesels à la poubelle et on va nous obliger à acheter des voitures électriques. De la même façon, pour nous empêcher de faire du charbon ou du nucléaire, bien que ce soit une énergie extrêmement propre, on va mettre tout ça à la poubelle et on va construire des millions et des millions d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques qui, eux, ne polluent pas. Ah, alors c'est vrai qu'ils ne polluent pas. Ils ne polluent pas dans leur exploitation. Oui. Mais ils sont fabriqués comment? Un certain nombre de chercheurs ont alerté là-dessus, un certain nombre de journalistes, d'observateurs, plus honnêtes que d'autres, certains hommes politiques, mais rares, parce que c'est difficile d'aller contre le courant. Quelqu'un qui ose dire, mais attendez, la voiture électrique, l'éolienne ou le panneau photovoltaïque, ça pollue finalement plus que la voiture diesel, que la centrale nucléaire et même que la centrale à charbon. Quand même oser dire des choses pareilles. Le pétrole et le gaz, dont on a parlé la dernière fois, le pétrole et le gaz sont des matières premières propres par rapport à l'éolienne et par rapport à la voiture électrique. Pourquoi? Eh bien parce que tous ces appareils, depuis le smartphone jusqu'à la voiture électrique, comme je vous l'ai dit, et toute une série de tout ce qui fait la transition énergétique et de tout ce qui fait la transition numérique, le banal ordinateur, eh bien, ont besoin maintenant de métaux qui se trouvent en quantité infime sous la Terre. Et donc, qui possède ces métaux? Eh bien, vous voyez là les réserves. La Chine possède non seulement les plus grandes réserves, mais c'est elle qui en produit le plus. Et puis à côté, pas de chance, c'est le Vietnam. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge. Le jour où ils se réconcilieront, ces deux-là. Et puis vous avez le Brésil, vous avez la Russie. Ça, ce sont les réserves. C'est ce qui n'est pas encore exploité. Mais à gauche, vous avez la production. Vous avez la production, et donc la Chine, vous voyez, écrase tout le monde. D'autres pays en ont. La Chine, c'est pas 100%, mais vous avez vu l'écart. C'est absolument considérable. C'est donc largement plus de la moitié à elle seule, pas en réserve, mais en production actuelle. Alors, ces métaux rares, on considère qu'il y en a une quarantaine, aux noms plus baroques les uns que les autres. Alors, il y a des noms qui nous sont plus familiers, comme le cobalt ou le tungstène, mais vous en avez un certain nombre dont le nom est vraiment très très difficile. Quand vous les lisez, dites mais jamais j'ai entendu parler de choses comme ça. Alors s'il y a le lithium par exemple pour les batteries de voitures électriques, ça finit par devenir un petit peu familier. Et alors fin du fin, au milieu, je reviens un petit peu en arrière, au milieu de ces métaux rares, vous avez les terres rares. Contrairement à ce que le titre pourrait indiquer, les terres rares, ce sont des métaux. Et c'est le dernier des 40e métaux rares dont je vous parlais, qui est lui-même un ensemble de 17 métaux. Et là, c'est 95%.
fournis par la Chine. Si demain la Chine arrête d'extraire des terres rares et arrête de les vendre à l'Occident, l'Occident ne peut plus fabriquer de smartphones et d'éoliennes. Et vous voyez, vous avez des exemples de noms, le scandium, le yttrium, comprenez pourquoi c'est pas facile à retenir, et pour les éoliennes, le dysprosium, le néodymium, le praseodymium. C'est la revanche du latin sur l'anglais, hein, ça. Eh bien, oui, les pales des éoliennes sont remplies de terres rares. Et aujourd'hui, qui possède des réserves de terres rares? La Chine. Et en plus, non seulement elle a les réserves, mais maintenant elle a le savoir-faire et la fabrication, parce qu'on a été assez bête pour leur donner. On leur a donné, figurez-vous, en main propre. Un exemple que je connais bien, puisque c'est chez moi, à La Rochelle. À La Rochelle, vous aviez une usine Rhône-Poulenc, fleuron de l'industrie française. Rhône-Poulenc, dans les années 90, importait déjà, on était en plein début de la transition, les ordinateurs, les premiers portables, eh bien, importaient des métaux rares et des terres rares de Chine. Et ils transformaient tout dans leur usine de La Rochelle. Et puis, évidemment, les écolos, les verts, et puis derrière, toute la lâcheté de la classe politique et de l'administration, eh bien, se sont couchés devant les revendications des uns et des autres en disant c'est épouvantable, Rhône-Poulenc, qu'est-ce qu'ils font là? Et les rejets dans l'eau et les rejets dans l'air. Évidemment, il y a eu 2-3 abus. Évidemment, il y a eu des erreurs de communication de Rhône-Poulenc gigantesques parce qu'ils avaient trop peur de se faire engueuler et donc ils n'osaient pas vraiment communiquer. Et donc, au bout d'un moment, un PDG qui est arrivé, Jean-René Fourtou, très connu, qui a dit alors moi je veux plus entendre parler de ces histoires-là, je ne veux plus voir arriver dans mon usine que des produits propres qu'il n'y a pas besoin de transformer. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a livré notre savoir-faire clé en main aux Chinois. On leur disait alors, non seulement vous creusez le sol pour prendre les terres rares et les métaux rares, mais en plus vous le transformez chez vous parce que c'est pas très propre de transformer. Et donc chez nous, eh ben alors là, on aura le produit fini, tout beau, tout propre, et on pourra fabriquer nos petites voitures électriques, nos petites éoliennes et nos petits smartphones, ou d'autres d'ailleurs, parce que les smartphones ne sont pas beaucoup fabriqués chez nous. Et à ce moment-là, eh bien, on pourra dire « je ne pollue pas ». Et donc, fièrement, le petit conducteur occidental, au volant de sa voiture électrique bourrée de terres rares et de métaux rares, peut dire « je ne pollue pas ». Alors ça, c'est vrai qu'il pollue moins qu'un diesel, mais à fabriquer, ça a beaucoup plus pollué qu'un diesel. Il faut bien avoir ça en tête quand même. Là, il y a un livre extrêmement intéressant. Pour ceux que ce sujet intéresse, je le crois fondamental, je le crois stratégique. Il y a un livre remarquable qui a été lu non seulement par tous les spécialistes, mais par tous ceux qui s'intéressent à ça. Il est très accessible. Ça s'appelle La guerre des métaux rares de Guillaume Pitron. Il a remporté d'ailleurs de nombreux prix et je vous assure qu'en le lisant, ça fait froid dans le dos. Sur notre niveau d'incompétence, on a tout livré clé en main aux Chinois. On leur a tout donné. Alors aujourd'hui, eh ben, ils possèdent 95% des terres rares. Alors vous me direz, ça c'était des ressources. Oui, mais ils les exploitent. Et nous, on en a dans le monde, mais on les exploite très peu. Regardez, si vous voyez les principaux pays producteurs de minerais rares, vous en avez d'autres, le cobalt du Congo, mais c'est très polluant. La France a plusieurs terres rares, elle en exploite extrêmement peu parce que c'est sale, et c'est vrai que c'est sale. La Chine, la pollution autour des bassins chinois. Le plus gros bassin chinois se trouve dans le nord, ce qu'on appelle une région qu'on appelle la Mongolie intérieure. Vous voyez la Chine en rouge, au-dessus vous avez la Russie, et entre les deux, vous avez un pays qui s'appelle la Mongolie extérieure. Et juste en dessous, qui forme le nord de la Chine, vous avez la Mongolie intérieure. Et c'est là, c'est le paradis des terres rares et des métaux rares. Et ça a engendré une pollution, mais gigantesque, inimaginable. Les Chinois s'en fichent complètement. Et donc, il y a la pollution du pauvre, donc réservée aux producteurs. Au Congo, c'est également épouvantable, les conditions dans lesquelles sont extraits le cobalt. Et donc, en Chine, ils ont pollué non seulement le sous-sol, mais les cours d'eau, les fleuves, dans des proportions gigantesques. Et il y a certains villages qu'on appelle les villages du cancer, tout autour de ces exploitations de terres rares. Il y a un immense silence là-dessus. Et donc, est-ce que des hommes politiques, un jour, auront le courage, pardon pour cet oxymore redoutable, auront le courage de dire, mais est-ce qu'il est vraiment raisonnable de tout mettre dans la voiture électrique, sachant que dans certains modèles,
le tiers du poids, c'est la batterie, et que la batterie est bourrée de métaux rares et de terres rares. Il faut voir ce que c'est que cette densité de métaux rares et de terres rares dans de la roche. On extrait des quantités mais considérables de roches, dans lesquelles sont fragmentés de tout petits éléments de minerais rares. C'est bien pour ça qu'on les appelle les minerais rares. Alors, il faut faire exploser ces roches. Et puis après, il faut mettre des tonnes et des tonnes de produits chimiques et d'eau pour la nettoyer et extraire la terre rare. Et c'est incroyablement polluant. Ce serait bien quand même d'en parler un petit peu plus. C'est pour ça que la transition énergétique est une imposture. Alors tout ça parce que le climat va se réchauffer d'1 degré, 2 degrés, 3 degrés, ça peut avoir des conséquences ennuyeuses. Ce ne serait pas la première fois dans l'histoire. Entre parenthèses, on peut lire là-dessus l'excellent livre d'Emmanuel Leroy-Ladurie, le grand historien, sur l'histoire du climat. Il y a des cycles climatiques. Alors on s'excite parce qu'on va prendre 3 degrés. Bah oui, on va prendre 3 degrés. Il y aura des conséquences. Il y aura plus de raz-de-marée, plus de ceci, plus de cela. Très bien. Mais est-ce que c'est la peine de chambouler tout ce qu'on est en train de chambouler pour ça? La question mérite d'être posée, mais comme vous le savez, on est climato-sceptique si on dit ça, et donc on est complotiste, et donc faut pas, on n'a plus rien à dire, on se tait, parce que les sages du GIEC et autres ont décrété que. Ça fait un peu penser à la crise du Covid, entre parenthèses. Et donc, tout ça aboutit au fait qu'on va peupler toutes nos forêts, toutes nos plaines, toutes nos côtes de forêts d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques qui sont incroyablement polluants dans leur fabrication. Il faut bien avoir conscience de ça, alors que finalement, le gaz, une mesure est passée en France récemment, figurez-vous qu'à partir de très prochainement, peut-être même c'est déjà fait, les immeubles neufs ne pourront plus être raccordés au gaz, parce que le gaz n'est pas une énergie propre. Et on va faire quoi? Ils sont devenus fous. Et donc, un jour, on va s'en rendre compte. Alors, certains PDG ont été plus courageux que d'autres. Le PDG de Peugeot, Tavares, a dit à un moment donné, bon, écoutez, vous voulez la voiture électrique, très bien, on va faire la voiture électrique. Mais il ne faudra pas, dans 30 ans, nous tomber dessus, parce qu'on n'a pas dit la vérité sur ce qu'étaient que les batteries électriques, sur toute la pollution qui était engendrée par la fabrication de ces voitures électriques. Il n'y a pas un fabricant d'éoliennes qui a le courage de dire ça, mais il y a plusieurs fabricants automobiles qui ont attiré l'attention des pouvoirs publics là-dessus. Mais vous savez, c'était vraiment comme disait Psychari, les voix qui crient dans le désert, hein, parce que personne n'entend ça. Et donc, que ce soit mais en France, en Angleterre, en Allemagne, pas un dirigeant n'a le courage de résister à cette vague qui est une vague mortifère. Donc la Chine accepte une pollution gigantesque sur son propre sol. Après tout, il dirait c'est son problème. Bon, mettons, je ne suis pas convaincu, mais mettons. Mais en tout cas, c'est eux qui stratégiquement ont pris la main sur l'ensemble de ces métaux rares et petit à petit sur l'ensemble de leur filière, puisqu'on a accepté très gentiment de se désindustrialiser pour offrir tout ça à la Chine. Alors on s'énerve maintenant en disant « Ah là là, les Chinois, c'est épouvantable ». Oui, c'est bien notre faute. On leur vend le piré, on leur laisse exploiter les terres rares et nous on ne les exploite pas parce que c'est très très sale. Et puis in fine, on leur livre clé en main la façon de fabriquer tout ça. Et donc, alors fièrement, on garde une industrie, il y a des industries de production d'éoliennes, je suis en Hollande, en Allemagne, dans ces pays-là, très fièrement, ils peuvent dire, oh là, c'est bien, nous, on est un grand fabricant d'éoliennes. Ah bah oui, mais le jour où les Chinois vont dire, bah non, tiens, on vend plus les terres rares, ah bah il n'y aura plus d'éoliennes fabriquées. Et ce jour-là, on sera bien embêté. Et donc, on se dira, ah là là, il faut trouver des substituts aux terres rares, ce que personne ne fait pour l'instant. On est dans une impréparation totale. Et donc, tout à coup, on se réveille en disant, la Chine va dominer le monde, c'est très très grave. Alors, je ne sais pas si c'est si grave que ça, si la Chine devient la première puissance économique du monde. Je me fais quelquefois gronder quand je dis ça, les gens disent « Enfin, tu es pro-chinois, c'est pas possible ». Pas du tout pro-chinois, pas la moindre sympathie pour les Chinois. Mais s'ils prennent la place des États-Unis comme étant la première puissance économique du monde, je ne vois pas en quoi, moi, en tant que Français, parce que je suis obligé de raisonner en tant que Français, eh bien, je ne vois pas ce que ça change au bien-être de la France. Je ne vois pas. D'abord, je pense qu'on fait géostratégiquement, les Américains, ces 20 ou 30 dernières années, avoir mis le foutoir, notamment au Proche-Orient, dans des conditions épouvantables. Alors franchement, les Chinois, on ne peut pas leur reprocher ça. Bon, pas pour autant que j'ai la moindre sympathie pour eux, ils ont tué un certain nombre de chrétiens, et même par millions. Et donc, encore une fois, je n'ai pas la moindre sympathie pour eux. Mais est-ce que c'est un désastre si demain, ils deviennent la première puissance économique du monde? On peut se poser la question. Mais mettons qu'on soit contre. Oui, ben alors à ce moment-là, il ne fallait pas tout organiser pour qu'ils le deviennent, parce qu'ils vont le devenir, parce qu'on a tout fait pour ça.
Alors ce grand jeu, aujourd'hui, tourne autour de ces points stratégiques entre les États-Unis et la Chine, et donc une partie d'échec. Je vous ai parlé, vous vous rappelez sûrement de ce complexe de Thucydide. Thucydide, cet historien sur la guerre du Péloponnèse, Sparte a déclaré la guerre à Athènes parce qu'Athènes était en train de dépasser Sparte pour dominer la Grèce, dépasser notamment économiquement. Et bien là, c'est ce qui se passe. La Chine est en train de dépasser les États-Unis, pas tout à fait encore, il y a de la marge, mais cette marge se rétrécit. Et donc Trump l'avait très bien compris. Et Biden, je ne sais pas s'il comprend grand-chose, mais en tout cas ses conseillers autour de lui l'ont très bien compris aussi. Et donc petit à petit, ils vont un peu détourner l'attention de la Russie, qui ne les menace pas sur le plan économique. Il faudrait qu'ils comprennent ça, qu'ils changent un peu leur logiciel russophobe absurde. Et s'ils veulent vraiment empêcher la Chine de prendre leur place comme première puissance économique mondiale, eh bien, qu'ils en prennent les moyens. Et donc, au lieu de multiplier les sanctions parce que les Russes veulent faire leur gazoduc Nord Stream 2 qui exporte le gaz, eh bien, vers l'Europe, qui s'occupe de la Chine, qui s'occupe de monter des alliances avec la Chine, qui, elle, profite du fait que la Russie est rejetée par l'Occident, que l'Iran est rejeté par l'Occident, pour bâtir des alliances. Alors, les Américains commencent à se bouger. Ils ont eu une longue discussion récemment avec les Sud-Coréens pour essayer de contrer la Chine et pour dire, tiens, si on commençait chez vous, il y a un peu de terre rare aussi, et si on commençait par fabriquer telle ou telle industrie, on va rester alliés. Très bien. Mais n'est-il pas trop tard? Alors, il faut dire un mot des Ouïghours. Il faut dire un mot des Ouïghours parce que vous savez que tout à coup, dans ce concert sinophobe qui est apparu assez récemment, je suis ni pour ni contre ce concert sinophobe, on est là pour observer en ce qui concerne la Chine. Quand c'est les Turcs et les Arméniens, là on peut prendre parti. Mais les Chinois, tout à coup, persécutent les Ouïghours. Les Ouïghours, ce sont ces musulmans du Xinjiang. Eh bien, ça fait quelques années déjà que les Chinois persécutent les Ouïghours. Et pendant des années, on s'en fichait complètement. Et puis maintenant que les Chinois sont devenus méchants, parce que les Américains ont décidé qu'ils deviendraient méchants et qu'on est à la remorque des Américains, et que d'autre part, ils ont été très, très bêtes, puisque c'est eux qui ont répandu le Covid dans le monde entier, eh bien, c'est en tout cas de chez eux que c'est parti, eh bien, on découvre tout à coup les camps de la honte. Alors c'est épouvantable, les Ouïghours sont persécutés. Très bien, maintenant il faut savoir pourquoi. Les Ouïghours sont persécutés parce que chez eux, il y a des réseaux islamistes. Ces réseaux islamistes ouïghours ont fait un certain nombre d'attentats à partir des années 2000, grosso modo, les années 2000, 2010, un certain nombre d'attentats. Ils ont tué un certain nombre de policiers et de soldats chinois. Accessoirement, la guerre en Syrie a vu arriver, en renfort de Daesh et du Front al-Nusra, a vu arriver plusieurs milliers d'islamistes ouïghours, dont certains y sont toujours dans la province d'Idlib, et contrôlent un certain nombre de villages syriens, ou même le Syrien islamiste de base de la province d'Idlib commence à trouver le temps long d'être contrôlé tous les jours par des Ouïghours, et ils se demandent encore d'où ils viennent. Donc il faut savoir que ces réseaux islamistes ont à un moment donné inquiété le régime chinois. Après, il a fait ça à la chinoise dictatoriale, c'est-à-dire que tous les suspects ont été internés dans des camps, islamistes ou simplement suspectés d'islamisme, et ils ont été extrêmement loin dans le processus. Toutes les familles qui avaient notamment un mari ou un père qui se retrouvait dans un camp, eh bien, voyaient s'installer chez elles, figurez-vous, un fonctionnaire du Parti communiste chinois pour surveiller que la propagande islamiste ne passe pas dans cette maison. Et donc, ils bannissaient les Corans, ils bannissaient toute décoration musulmane, et ils s'installaient à demeure dans des centaines de milliers de maisons des Ouïghours. Il n'y a que les Chinois pour faire des trucs pareils. Et donc, cette mainmise du Parti communiste chinois, on peut toujours les insulter, ils vont continuer. Ils vont continuer parce qu'ils n'ont pas toléré que des réseaux islamistes leur abattent des hommes. C'est parti de là. Mais c'est très intéressant d'observer que quand des catholiques chinois se faisaient persécuter, il y a eu des millions de catholiques chinois qui se sont fait persécuter, qui ont été assassinés, notamment du temps de Mao. Ça n'émeuvait personne. Mais alors là, j'observe avec intérêt que lorsqu'il s'agit de musulmans, le monde entier s'émeut. C'est quand même une leçon à tirer. En tout cas, je ne veux pas dire qu'ils ont raison de mettre des centaines de milliers de personnes en camp, mais en tout cas, il faut savoir d'où c'est parti. C'est parti de ces réseaux islamistes qui ont fait un certain nombre d'attentats
et qui voulait renforcer l'autonomie des Ouïghours. Et l'idée à l'arrivée, c'était faire une république islamiste. Alors, comme ils ne sont pas occidentaux, eh bien, eux, ils font la loi chez eux, et donc, ils ont envoyé tout ça dans des camps, et avant que les Ouïghours en fassent une république islamiste, il va se passer un peu de temps. Alors, il y a évidemment une église catholique chinoise. En fait, il y en a deux. Vous le savez, pour ceux qui suivent les affaires du monde chrétien, il y avait l'église patriotique chinoise avec des évêques et des prêtres nommés, ordonnés au Vatican, donc les ordinations étaient valables, mais nommés, en tout cas pour les évêques, par le régime chinois. Et comme ça, c'était des évêques qui ne critiquaient pas le régime. Tous n'étaient pas des agents infiltrés du communisme, il ne faut pas croire ça. Certains étaient de sincères catholiques et ils se disaient il faut quand même que les fidèles aient la parole de Dieu, même si je n'ai pas le droit de critiquer le régime, même si je ne dois pas parler d'actualité. D'autres, plus courageux peut-être, plus fidèles sur le fond à leur foi, mais je ne jette pas la pierre au premier, ce sont des sujets extrêmement complexes, extrêmement délicats, et puis c'est trop facile d'en parler dans nos salons. Et bien d'autres, par contre, ont choisi la voie de la clandestinité, l'église du silence. Et beaucoup sont morts dans des camps, dans des cas, beaucoup ont pris une balle dans la tête, beaucoup vraiment ont souffert, il y a eu beaucoup de martyrs. Et en tout cas, lui, Monseigneur Zen, fait partie de cette deuxième tendance, de ceux qui n'acceptent pas de reconnaître le régime communiste et qui n'acceptent pas de se taire. Et donc, il a été, trahi par le Vatican, parce qu'en effet, la cardinale du Vatican, un Italien, a passé un accord avec le régime chinois en disant, eh bien, écoutez, maintenant, on nommera pas deux évêques, c'est-à-dire vous officiellement et nous clandestinement, parce qu'il y avait quelquefois des prêtres qui étaient sacrés évêques clandestinement. Seul le Vatican savait que c'était des évêques. Et le régime chinois ne le savait pas. Et quand il le découvrait, bien évidemment, il y avait le pauvre évêque passé de très mauvais moments. Et donc un accord a été passé disant que dorénavant, il n'y aurait qu'une seule sorte d'évêque qui serait nommé. Et donc il y aurait l'accord et du Vatican et du régime chinois. C'est un jeu de dupes parce que c'est le régime chinois qui dorénavant décidera qui sera évêque et qui ne sera pas évêque. Alors Monseigneur Zen a dit « je suis trahi ». On s'est battu pendant des décennies pour cela et je demande au pape François de désavouer le cardinal qui a passé cet accord. Et le pape François a validé l'accord du cardinal. Et donc, le malheureux Monseigneur Zen, qu'il faut saluer aujourd'hui, eh bien, a fait plusieurs discours très courageux, parce qu'il risque sa vie quand même, a fait des discours très courageux disant qu'il n'acceptait pas cette décision du Vatican qu'il avait trahi. Alors, vous me direz, c'est terrible, alors donc c'est le rouleau compresseur chinois qu'il faut quand même nuancer parce que je vous rappelle cette distinction très importante, c'est qu'ils traitent avec tout le monde et qu'ils ne veulent pas changer les régimes. Ils ne veulent pas faire du monde un monde communiste. C'est quand même une donnée idéologique qu'il faut avoir en tête absolument. Et donc, ils ont quand même un talon d'Achille, c'est la population. Et la population, vous voyez les projections de la population, c'est une population qui va baisser. Pour l'instant, elle commence à stagner et bientôt elle va baisser. Alors, vous me direz, c'est pas très grave, hein, ils vont passer de 1,4 milliard à 1,392 milliard, ils survivront, oui. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'un pays dont la population n'est plus en hausse, diminue, eh bien, est un pays qui rentre en stagnation, voire en décadence. C'est un vrai talon d'Achille. C'est un talon d'Achille qui est renforcé par le fait qu'avec leur politique de l'enfant unique complètement absurde, ça a consisté à provoquer beaucoup d'avortements quand les parents savaient qu'ils attendaient une petite fille, parce qu'il fallait un garçon pour aider au champ, notamment dans les campagnes. Cette politique de l'enfant unique a ruiné la démographie chinoise. Et vous voyez ce décalage. Il n'a pas l'air important comme ça, mais c'est important. Quand vous voyez, vous ramenez ça à l'échelle, vous voyez les 0-4 ans, eh bien, on est entre 40 et 50 pour les enfants mâles et en dessous de 40 pour les enfants femelles. Ce déséquilibre crée des déséquilibres de société. Vous avez aujourd'hui beaucoup de célibataires chinois, hommes. Eh bien, c'est un vrai problème d'équilibre de vie. Ça commence à poser des problèmes, évidemment, de crimes sexuels et ça pose un problème général de déséquilibre démographique. Et c'est renforcé par le fait que la population, vous voyez, on peut la qualifier par euphémisme de légèrement déséquilibrée. C'est un autre problème, mais celui-là est plus compliqué à résoudre parce que, évidemment, toute une partie à l'ouest est totalement inhabitable.
Alors la nouvelle alliance, évidemment, c'est entre la Russie et la Chine. Je vous ai parlé de l'Iran parce qu'il y a un accord très important passé avec l'Iran. Même l'Union européenne a passé fin décembre un accord qui a rendu fous les Américains en disant mais oui, on va développer le commerce ensemble. Mais moi, je préfère qu'on développe le commerce avec la Chine plutôt qu'on fasse semblant de ne pas en faire tout en lui livrant nos technologies clés en main. C'était une situation absurde, il convient de mettre un terme. Après, libre à nous d'augmenter les droits de douane et de s'organiser pour qu'on ne soit pas envahi par les Chinois. Il ne tient qu'à nous de réindustrialiser, c'est compliqué, mais après tout, on a désindustrialisé à vitesse grand V, il ne tient qu'à nous de s'organiser pour mettre fin à cette situation. En attendant, à force d'insulter Poutine, on a jeté la Russie dans les bras de la Chine, et là, il célèbre un accord très important, c'est que la Chine va être approvisionnée en gaz non seulement à l'avenir par l'Iran, mais par tout le gaz sibérien. Alors, il l'aurait fait de toute façon, bien sûr, mais comme je vous l'avais dit au moment de la conférence sur la Russie, il y a eu des manœuvres militaires, il y a des manœuvres militaires de plus en plus fréquentes entre les Chinois et les Russes. On a poussé la Russie dans les bras de la Chine, et ces deux géants géopolitiques, dont un géant économique, la Chine, dont un géant militaire, parce que militairement, la Russie aujourd'hui a une armée de très très haut niveau, on a vraiment tout fait pour se créer des ennuis et pour rejeter de façon complètement artificielle la Russie dans les bras de la Chine, alors qu'elle ne demandait, au début de l'ère Poutine, il ne demandait que ça, qu'à discuter avec l'Europe et à faire de l'Europe son principal partenaire. Et puisque certains d'entre vous qui ont la gentillesse d'écouter ces conférences me demandent toujours qu'est-ce qu'on peut lire. Donc, je vous ai parlé de ce livre de Guillaume Pitron sur la guerre des métaux rares, et je vous recommande ce roman. C'est un roman très remarquable de Paul Gréveillac, que j'ai mis sur mon blog littéraire, Les livres d'Antoine. Et c'est un roman justement qui passe toutes les années 40, 50, 60, jusqu'à la place Tiananmen. C'est extrêmement intéressant, c'est très facile à lire, c'est très bien fait, c'est bien écrit. C'est un très beau roman qui nous apprend beaucoup, beaucoup sur la Chine. Et donc, je vous recommande vivement ce roman. Je ne connais pas Paul Gréveillac, donc je n'ai aucun intérêt dans l'histoire, mais j'ai trouvé ce roman peut-être le meilleur que j'ai lu sur la Chine. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la Chine. C'était tout à fait intéressant de se plonger dans ce monde qui nous est tellement étranger. Il faut le comprendre, il faut lire beaucoup de choses sur la Chine et ne pas se contenter de ce que disent les journalistes occidentaux qui sont, mais je sais que vous êtes immunisés contre ça, mais les journalistes occidentaux sont d'une ignorance crasse. Je suis sûr que vous interrogez le journaliste de base de BFM TV ou de TF1, vous lui demandez alors les terres rares, qu'est-ce que vous en pensez? Il est incapable de répondre. Alors ça doit être leur métier. Et ce sont les mêmes qui vont nous faire un reportage sur les Ouïghours en disant c'est épouvantable, les Ouïghours sont persécutés par le régime chinois. Ce n'est pas en ces termes idéologiques qu'il faut voir la chose. La Chine, si on ne fait rien, va dominer le monde économiquement. Si on n'en a pas envie, à nous de prendre les moyens. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour avoir suivi cette 7e et dernière conférence. Et puis, on regardera avec Odilia si nous poursuivons l'année prochaine pour voir d'autres sujets, si vous êtes toujours au rendez-vous pour vous intéresser à la géopolitique. Merci et par avance, un bon été à tous. Au revoir.